Twitter, c'est pas un réseau social, c'est une arme de guerre psychologique. Vous voulez poster une photo de votre dernier repas dans un restaurant chic, allez sur Instagram. Vous voulez partager une vidéo de vous en train de danser, choisissez TikTok. Vous souhaitez voir les mèmes de boomers de vos parents, c'est sur Facebook que ça se passe. Je ne partage jamais ma vie personnelle sur Twitter, parce que pour moi, Twitter, c'est pas fait pour partager de bons moments ou pour raconter sa vie. Et oui, je dis toujours Twitter, et je refuse de dire X parce que c'est vraiment trop ridicule. Non, Twitter, c'est fait pour influencer les influenceurs. C'est un endroit où on peut détruire les verrous mentaux de millions de normies qui scrollent dans les top tendances. Que ce soit sur l'actualité, la politique, la cérémonie des Oscars ou les résultats de la Coupe du Monde, c'est un lieu où choquer est la meilleure façon de convaincre. Et il se trouve que c'est justement ce que je fais. Depuis que je donne mon avis sur les relations hommes-femmes, je fais régulièrement des tweets qui font des millions d'impressions, à tel point que Cyril Hanouna a réagi dans son émission à l'un de mes posts que je vais vous partager dans quelques instants. Si vous êtes l'un de mes fidèles abonnés ou qu'au contraire vous êtes l'un de mes haters qui adore détester ce que je dis sur internet, cette vidéo est faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je reviens pour vous sur les 5 plus grosses polémiques que j'ai créées sur Twitter. À chaque fois, je vous dirai si, avec le recul, j'assume ce que j'ai pu dire ou bien est-ce que je regrette. Et si vous vous êtes déjà demandé, mais comment est-ce qu'elle a pu dire ça quoi? C'est l'occasion pour vous d'avoir la réponse. Allez, premier tweet, on commence en douceur avec ce banger. S'entretenir, c'est bien. Mais autant de muscles sur une femme, c'est franchement hideux. Vous n'arriverez jamais à me faire dire qu'un homme qui sortirait avec une femme aussi musclée ne serait pas, à minima, bicurieux. On m'a souvent demandé, mais Thaïs, pourquoi s'attaquer aux filles ultra musclées? Que les choses soient claires, ce ne sont pas tellement les filles que je critique, mais les mecs qui admirent ce genre de physique. Non, je n'ai évidemment rien contre la pratique sportive, au contraire, je pense qu'il est crucial de s'entretenir et je vais moi-même à la salle quasiment tous les jours en fait. Le problème, ce n'est pas le principe du sport, c'est le résultat esthétique. Soyons sérieux 2 minutes. Les abdos ultra dessinés, les gros biceps, les épaules carrées, c'est attirant chez un homme. Et chez une femme, c'est vraiment malsain, justement parce que c'est masculin. Si vous êtes un homme et que votre idéal esthétique, c'est ça, il va peut-être falloir se poser des questions. Parce que si vous rêvez d'avoir une partenaire musclée pour vous protéger dans la rue, vous spotter pendant une séance de squat ou pour vous blottir dans ses bras veineux et musclés pour vous endormir, c'est que vous recherchez un homme. Clairement. Et ne me dites pas que les filles musclores sont l'idéal des hommes musclés. Vous vous souvenez de la montagne dans Game of Thrones? L'acteur s'appelle... alors c'est illisible, donc je l'écris à l'écran. Il fait plus de 2 mètres et c'est littéralement une montagne de muscles. Et voilà à quoi ressemble sa femme. Elle prend soin d'elle, mais elle est féminine. Elle est adorable et elle a des proportions normales. C'est ça l'idéal européen. C'est pas ça. Ce premier tweet, je l'assume sans aucune difficulté. Ah, le deuxième tweet, là, on va aborder un classique. Si tu ne rencontres pas d'homme qui souhaite s'engager avec toi, tu es le problème. Honnêtement, quand ce tweet a percé, j'étais la première étonnée. Je pensais qu'il s'agissait d'un rappel salutaire, mais je n'avais pas l'impression d'avoir fait une grande révélation. Mais apparemment si. Visiblement, des légions de femmes se demandent pourquoi elles enchaînent les relations catastrophiques et instables, et la seule réponse qu'elles trouvent, c'est men are trash. Bah non ma grande, je pense qu'il faut savoir prendre ses responsabilités. Avancer dans la vie en accusant le monde entier d'être la cause de ses problèmes, c'est avoir la maturité d'un enfant de 7 ans. Il s'agirait de grandir. Oui, la vie est injuste, il peut arriver de mauvaises choses à de bonnes personnes, mais pas à l'infini non plus. Parce qu'il y a une vérité dure à avaler, mais qui est la seule façon de progresser et de ne pas subir sa vie, et tant que vous n'avez pas intégré cette vérité, vous allez être malheureux jusqu'à votre dernier souffle. Et cette vérité, la voici, le point commun entre toutes vos réussites et tous vos échecs, c'est vous. Peut-être que vous êtes une de ces filles, auquel cas, je m'adresse directement à vous. Si vous envoyez systématiquement les mauvais signaux aux hommes et que vous n'attirez que des sales types qui vous utilisent, c'est parce que vous ne savez pas choisir. Et c'est votre responsabilité de résoudre ce problème. Parce que personne ne va vivre votre vie à votre place. Quand un homme dit que toutes les filles sont des on le traite d'incel misogyne et d'aigri, et on lui dit de se prendre en main. Mais quand une fille dit que tous les hommes sont des ordures, on l'acclame comme une révolutionnaire féministe courageuse et on l'encourage. Et on s'étonne que les consommateurs d'anxiolytiques soient à 64% des femmes. Bref, là aussi, j'assume à 100%. Bon, là, on va rentrer dans le dur parce qu'on va s'attaquer à un pilier de l'idéologie égalitaire qui règne en Occident. Attachez vos ceintures. L'infidélité masculine est moins grave que l'infidélité féminine. Pourquoi? Un homme peut tromper son épouse et pourtant l'aimer avec toute la force de son être. La femme trompe quand elle n'aime plus. Retenez cela. Et oui, il y a des cas où on peut pardonner l'infidélité masculine, mais il ne faut jamais
pardonner l'infidélité féminine. Est-ce que ça veut dire que je défends l'infidélité ? Pas du tout. Je suis une défenseuse acharnée de la monogamie. Mais la monogamie, ça ne marche pas à tous les coups. Oui, une relation idéale est parfaitement monogame. Mais il peut y avoir des écarts, et oui, il y a des individus pour lesquels c'est plus difficile à respecter que pour d'autres. Et dans ce cas, que faut-il faire? Si on pardonne tout et tout le temps, ça revient à abandonner la monogamie. Mais si on ne laisse rien passer et qu'on punit de façon impitoyable, alors les relations sont potentiellement très instables et il y aura tellement de séparations que ça reviendra aussi à abandonner la monogamie pour choisir le célibat de masse. Or, la nature a bien fait les choses. Les hommes arrivent beaucoup mieux que les femmes à séparer le sexe de l'amour. Un mari peut être sincèrement amoureux de sa femme, tenir à elle et vouloir continuer à partager sa vie de famille avec elle, même s'il va voir ailleurs. Et ça, c'est impossible pour les femmes. C'est pour ça que les femmes supportent bien moins les coups d'un soir que les hommes. Le sexe sans amour ne les satisfait que très rarement. Pour un homme, l'un peut très bien aller sans l'autre. C'était une évidence pour nos ancêtres, mais c'est devenu un tabou pour notre époque. Mesdames, si votre conjoint vous a trompé et qu'il vous laisse tomber, n'allez surtout pas lui courir après parce qu'il n'en vaut pas la peine. Mais s'il tient sincèrement à vous malgré tout, c'est pas forcément la fin du monde non plus. Idéalement, je le répète, chaque couple serait 100% monogame, mais c'est rarement aussi simple. Et c'est ce que va illustrer à merveille le prochain tweet. Et au passage, ce tweet-là aussi, je l'assume pleinement. Alors, celui-ci, il va faire mal. Je crois que c'est la plus grosse polémique que j'ai créée et je sens déjà venir les réactions hystériques en commentaire. Bon, vous êtes prêts? Tweet risqué, comme quoi je savais déjà où je mettais les pieds. La traque au consentement éteint le désir des femmes. Un non timide cache souvent un peut-être. C'est un test pour trier les hommes audacieux de ceux qui ne le sont pas et voir ainsi qui osera braver l'interdit et la mériter. J'ajouterais que les femmes sont plus à l'aise dans le flou, peu d'entre elles ont le cran d'exprimer de manière claire leurs désirs. Les pousser continuellement à affirmer si elles sont consentantes les refroidit instantanément. Elles attendent que vous preniez les rênes. Pour les esprits fragiles incapables de comprendre la nuance, bon ça c'est parce que je savais que j'allais me prendre un gros shitstorm, ne forcez évidemment jamais la main d'une femme si vous souhaitez qu'elle ne le souhaite vraiment pas ou qu'elle n'est pas en pleine possession de ses moyens, cela va de soi. Ce post-là, il m'a même valu une note de la communauté qui est venue me remettre dans le droit chemin. Non indique une réponse négative. Toucher quiconque de manière intime après qu'il ait dit non, donc sans son consentement, ce n'est pas être audacieux, mais un agresseur sexuel. Bon. Évidemment, la note et les réponses à mon tweet passent complètement à côté de mon propos. Pour ceux qui ont du mal avec les nuances, je vais réexpliquer calmement. La séduction, c'est comme le poker. Pour gagner, il ne faut jamais révéler ses cartes et il faut interpréter les signaux que l'on reçoit. Parfois, c'est très facile. Vous faites un compliment à une fille, elle est réceptive, le feeling se passe très bien et vous l'embrassez sans plus de complications. Mais c'est parfois plus difficile. Certaines filles aiment jouer. Elles aiment se mettre un tout petit peu hors de portée, dans l'espoir que l'homme fasse un effort supplémentaire pour l'avoir. Et donc, elle peut dire non ou même le suggérer par un geste. Mais c'est un faux non. En réalité, ça veut dire viens me chercher. Il peut arriver que quand un homme va pour embrasser une femme, elle lui dise non, pas pour qu'il s'arrête, mais parce qu'elle espère qu'il prendra le risque de lui voler un baiser. Réduire la séduction à un consentement explicite, c'est vraiment tuer le jeu de l'amour. Parce que oui, la séduction c'est un jeu mystérieux, risqué et hormonal. Et c'est d'ailleurs justement parce que ça ne ressemble pas à un questionnaire que c'est électrisant, excitant et séduisant. Séduire, ce n'est pas le choix entre noir et blanc. C'est aussi une multitude de nuances de gris. Et c'est là que c'est le plus passionnant. Bien évidemment, le non peut être un refus clair et sans ambiguïté. Et dans ce cas-là, il est certain qu'un homme doit savoir s'arrêter et passer à autre chose. Mais pas toujours. Et c'est là tout l'enjeu. Vous vous demandez pourquoi nos ancêtres avaient toutes ces règles compliquées pour restreindre la liberté des hommes et des femmes? Le mariage à un jeune âge, la galanterie, les chaperons, les règles de courtoisie, la bienséance, le fait de ne pas parler en public à une personne de l'autre sexe qui ne serait pas accompagnée, etc. Eh bien c'est justement parce que les anciens savaient que le jeu de l'amour était risqué. Que parfois, un non de refus pouvait être confondu avec un non d'invitation, ce qui pouvait amener à des drames. Et pour réduire les risques, on a créé ces petites règles sociales. Mais avec la révolution sexuelle, on a décrété la liberté absolue. Alors, on a fait voler ces règles en éclats. Et donc, c'est le retour du risque dans la séduction. Ce qui est parfaitement logique puisque quand on augmente la liberté des individus, on augmente aussi le risque qu'ils fassent des erreurs. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on choisit la sécurité maximum et on réduit la liberté, soit on augmente la liberté et on accepte qu'il puisse y avoir des dérapages. Personnellement, je préfère la première option, mais tant que le monde actuel reste ce
qu'il est, il faut être cohérent et accepter que parfois, non, ça veut dire peut-être. Les femmes parfaites ne rêvent pas d'un gentil toutou obéissant. Autant vous dire que j'assume pleinement ce post, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Enfin, ma dernière grosse polémique de cette liste. Ce tweet m'a non seulement valu presque 6 millions d'impressions, mais il est même passé chez Hanouna. Visiblement, mes tweets abordent les vrais sujets qui intéressent les Français. Roulement de tambour, unpopular opinion. Le divorce d'un couple avec enfant devrait être rendu très difficile d'accès avant la majorité de leur progéniture, sauf faute grave commise par l'un ou l'autre partie. La santé mentale des enfants est plus importante que les sentiments égoïstes et changeants des parents. Comme d'habitude, on m'accuse de vouloir instaurer une société totalitaire, cruelle et ignoble envers les femmes. Mais le monde que je décris dans ce tweet, c'est globalement le même que celui dans lequel vivaient nos grands-mères. C'est pas de la science-fiction. Le divorce était difficile et la priorité du couple c'était les enfants. On préférait cohabiter même sans amour plutôt que de détruire la cellule familiale et de sacrifier le bien-être des gamins. Vous allez me dire qu'il y a des cas où le divorce est parfaitement justifié, notamment dans le cas de violence conjugale. Et je dis oui, évidemment. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans le tweet quand j'ai évoqué les cas de faute grave. Et le pire c'est que je n'ai pas du tout parlé d'interdire le divorce, juste de le rendre plus difficile. Mais qu'importe, comme d'habitude, la machine à indignation des progressistes s'est lancée. À tel point que Cyril Hanouna, dans son émission, s'est senti obligé de parler de moi. Mais sans surprise, sur le plateau, on m'a traité de pain-bêche rétrograde. On retombe 200 ans en arrière, c'est totalement rétrograde, oui, Cyril, oui. C'est impossible. Au passage, on m'a beaucoup reproché de parler de mariage alors que je ne suis pas moi-même mariée. Qui est-elle pour parler de fautes graves commises dans un divorce? Comme si on interdisait à un pauvre de parler d'économie parce qu'il ne serait pas capable de gagner de l'argent. C'est complètement débile, mais bref. Ces arguments, moi, qui est-elle? C'était qui tu es? Tous les Français ont le droit d'avoir un avis. T'es qui, toi, alors? Visiblement, l'idée selon laquelle il serait positif pour tout le monde que la société encourage la formation de couples et de familles solides dans la France de 2024 est scandaleuse. On est mal. En fait, je pense que c'est l'idée même de mariage qui semble incompréhensible à notre époque. Je m'explique. En Occident, les mariages arrangés sont finis depuis longtemps. Aujourd'hui, on se marie par amour, par passion. Ça fait de bonnes nouvelles. Sauf que le mariage, c'est un mélange de passion et de raison. Et si on surdose la passion, on finit par faire exploser la marmite. Aujourd'hui, l'amour est la motivation principale pour 79% des Français. Au contraire, seulement 7% des sondés expriment que la volonté, le désir de créer une famille est un critère fondamental pour se marier. Et alors, le problème, ce n'est pas qu'on se marie par amour, c'est qu'on se marie que par amour. Le mariage est vu comme une continuation à l'infini de la passion des débuts. S'aimer comme à 17 ans, mais pour toujours. C'est beau, sauf que ça n'existe pas. Et quand ce sont quasiment un mariage sur deux qui finissent en divorce, ce sont les enfants qui trinquent. La recherche indique même que le divorce augmente, au moins temporairement, les chances pour un enfant de commettre des délits et des crimes, et qu'il est corrélé avec une hausse des troubles bipolaires et de la dépression chez les adolescents dont les parents se sont séparés. L'amour-passion finit toujours par s'estomper. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de se marier ou qu'il faut accepter le divorce de masse? Ou encore qu'il faut forcer les gens à rester malheureux ensemble? Sûrement pas, mais il reste une autre option à explorer. Je ne milite pas pour forcer des gens qui se haïssent à partager un toit. Dans les cas les plus graves, il serait inhumain de forcer les gens à partager la misère. Je demande simplement qu'on repense au mariage pour éviter justement d'en arriver là. Peut-être qu'avant de se marier, il faudrait se poser les bonnes questions sur la fiabilité du couple, tant sur le plan économique, psychologique, affectif ou familial. Après tout, le mariage, ce n'est pas seulement l'union de deux personnes, c'est surtout l'union de deux familles. Et peut-être que le divorce n'est pas la solution miracle à un mariage qui traverse une période de difficulté. Je suis même persuadée que si le divorce était plus difficile à obtenir, cela permettrait à des couples de se réconcilier ou au moins de tenter de se donner une seconde chance. Cela forcerait à réfléchir de façon posée avant de faire un choix irréversible. Finalement, la question clé, c'est celle-là. Est-ce que le gain de bonheur personnel que j'obtiens en divorçant est supérieur ou non à l'augmentation du malheur pour la famille et la société? La réponse semble être bien souvent non. Pour résumer ma position sur le divorce, je finirai avec une seule remarque. Plus on facilite le divorce, moins les gens se marient, moins ils font d'enfants, plus les familles sont instables et plus les gens sont malheureux. Je me dis qu'il est peut-être temps de changer de stratégie. J'ai assumé tous mes tweets précédents, donc sans surprise, j'assume celui-ci aussi à 100%. Bref, pour finir, sur Twitter, ma devise, c'est celle de Cyrano de Bergerac. J'aime raréfier sur les pas mes saluts et mes cris avec joie, un ennemi de plus. Je ne poste pas pour me faire des amis, mais pour dire ce que les jeunes générations ont besoin d'entendre. Alors oui, au passage,
je ramasse beaucoup d'insultes, mais aussi énormément de soutien de la part de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se retrouvent dans mon discours. Et c'est normal, ça fait bientôt 70 ans que nous vivons dans le monde de la révolution sexuelle et de ses conséquences désastreuses. Les gens sont plus isolés et frustrés que jamais. Les familles sont fragiles et les enfants n'ont plus de repères. Il est vraiment temps de passer à autre chose, une bonne fois pour toutes. Si vous aussi, vous vous reconnaissez dans ce message, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si vous souhaitez rejoindre une communauté qui partage ces valeurs de stabilité, d'amour positif et constructif et ma vision des relations hommes-femmes, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Twitter parce que je ne compte pas m'arrêter là.